Donc, très, très rapidement, pourquoi cette Startup Week et qui nous sommes donc nous sommes à la base le Startup Weekend. On a Julie, par exemple, qui est du Technopole Mulhouse. Nous sommes trois avec Camille et Romain à travailler au Tuba Mulhouse. Nous sommes des salariés de 2 associations et sinon, il y a surtout encore des bénévoles autour de nous. Donc, on est une organisation surtout à la base bénévole comment dire, qui reprend un concept américain à la base, donc le Startup Weekend. Comme son nom l'indique, c'est un week-end pour monter une startup. C'est une organisation une organisation, du coup, c'est plutôt plein de petites communautés qui montent ce type d'événements dans des villes. Si vous allez sur startupweekend.org, vous verrez qu'il y en a tous les week-ends, partout dans le monde. Alors, du coup, en ce moment, un peu moins, mais aussi dans toute la France au fur et à mesure. Et sans vous expliquer exactement tout l'intérêt du Startup Weekend, on devait organiser le week-end qui vient de passer, le Startup Weekend Mulhouse, et Covid oblige, on a revu toute notre organisation sur quelque chose de 100% gratuit et connecté. La philosophie de ce qu'on vous propose cette semaine, c'est de vous proposer, donc soit en tant que peut-être intéressé, une personne qui a pensé à entreprendre, mais qui n'a pas forcément d'idée ou qui n'a pas forcément d'outils, qui a l'impression de ne pas forcément tout connaître. On vous propose donc cette semaine, organisée à partir de ce soir, avec du coup 4 webinaires ce soir et jusqu'à vendredi soir, avec des rendez-vous coach samedi, du coup un rendez-vous en ligne pour des jeux connectés, pour échanger avec l'équipe d'un concours de pitch dimanche, avec des prix d'accompagnement à la clé. Et donc, du coup, si vous êtes simplement intéressé par l'entrepreneuriat, ce sera plutôt les webinaires qui vont vous intéresser. Vous pouvez tout à fait, comme vous l'avez vu dans les inscriptions, choisir les choses à la carte. On gardera ce lien-là pour tous les webinaires tous les soirs. Donc, si vous changez d'avis et qu'il y a un webinaire auquel vous n'étiez pas inscrit, auquel vous voulez participer, n'hésitez pas à garder le lien et à l'utiliser pour vous connecter à 18h le soir qui vous intéressait. Et sinon, l'autre manière de participer à cette Startup Week, ce qui est encore possible pour tous ceux qui le souhaitent, c'est de prendre un projet que vous avez peut-être eu en tête et que vous voudriez tester, de suivre les webinaires avec les outils qui vont vous être proposés et d'essayer de les appliquer déjà vous en autonomie ou de solliciter des proches autour de vous pour essayer de les utiliser et pratiquer ces exercices autour de vos projets. Et ensuite de profiter des rendez-vous avec les coachs samedi pour être challengé sur ce que vous avez imaginé jusqu'à maintenant. Donc demain, il y a la partie études de marché. On parlera encore un peu études de marché, mais surtout structuration de l'idée jeudi. Et il y aura la partie pitch aussi vendredi. Donc voilà, vous pouvez prendre ça vraiment comme une découverte d'avis et de conseils sur l'entrepreneuriat ou vraiment passer à la pratique et en profiter pour faire avancer votre projet et être challengé. Je tiens à vous préciser aussi que de notre côté, même si vous n'êtes pas disponible tout le temps, donc forcément, je le répète pour ceux qui sont arrivés en cours de route, ces interventions seront enregistrées et on vous mettra sur notre page Facebook les liens pour pouvoir revoir ces vidéos par la suite si vous le voulez. Et si éventuellement samedi, vous n'êtes pas disponible et que vous vouliez avoir un rendez-vous avec des coachs, vous pouvez rentrer en contact avec nous. Vous avez normalement nos adresses mail suite aux différents mails qu'on vous a envoyés. N'hésitez pas à nous recontacter par la suite et s'il y a quoi que ce soit qu'on peut faire, vous mettre en contact avec des organisations qui peuvent vous aider sur Mulhouse ou simplement répondre nous à des questions ou vous donner, vous donner des contacts de nos coachs ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On fera de notre mieux pour vous aiguiller, pour vous aider dans vos projets. Bon, vu qu'il est presque 18h10, je pense que je vais m'arrêter là. Laurent, Julie, si vous voyez quelque chose d'important que j'ai oublié de dire, surtout n'hésitez pas à préciser dans le chat. Donc, je rappelle à tout le monde, pour qu'on soit bien au clair pour ceux qui sont arrivés en cours de route, cette intervention est enregistrée. Si vous ne souhaitez pas apparaître, je vous invite à couper votre caméra. On est parti pour une demi-heure à peu près d'intervention d'Adrien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter tout de suite en chat et je me ferai la rapporteuse de vos questions en fin d'intervention. Et voilà.
Et n'hésitez pas surtout à poser toutes les questions que vous voulez. Il y a pas de questions bêtes, même si c'est répéter des choses ou quoi, n'hésitez pas. Je pourrais couper Adrien aussi en cours de route si vous avez besoin de précision à un moment ou à un autre. Bon, ben, visiblement, on a oublié d'informations importantes. Donc, Adrien, je te donne la parole. Merci beaucoup à toi pour ta présence. Pas de souci, merci beaucoup. Bon, du coup, bonjour à tous. Bon, je le rappelle encore une fois, mais si jamais, parce que j'avais galéré à le trouver la première fois, le chat est bien en bas à gauche et il faut juste vous créer un pseudo pour pouvoir envoyer vos messages. Comme ça, bon, j'espère que tout le monde m'entend bien. Normalement, j'ai une bonne connexion, donc ça devrait le faire. Merci à tous d'être là. Félicitations à vous. Que c'est quand même un grand pas dans la vie de quelqu'un de participer à un Startup Weekend. Moi, c'est le quatrième que je fais, deuxième en tant que coach, intervenant, et du coup, deux autres en tant que participant. C'est une aventure qui est absolument géniale et je peux vous féliciter d'avoir pris en fait cette initiative de faire ça parce que je pense que ça va vous apporter énormément, même si cette année c'est du dématérialisé. Du coup, alors pour me présenter en deux mots, du coup, moi, je suis entrepreneur. J'ai déjà deux sociétés et une ONG. On a créé une première société de crème solaire écologique qui s'appelle New, que certains connaissent peut-être déjà parce qu'on a fait pas mal d'apparitions, notamment sur M6 cette année dans Qui veut être mon associé. Sur ce premier projet, on développe des cosmétiques solaires écologiques qui soient moins impactantes pour la santé et pour l'environnement. Et on essaye d'intégrer toute une dimension ultra transparente, donc informer vraiment le consommateur sur ce qu'il consomme. Et après, toute une dimension aussi environnementale avec de la sensibilisation et de l'engagement écologique. De cette société est née Octopus, qui est l'ONG qu'on a créée à côté, qui est une ONG du coup de valorisation de plastique, de dépollution, de sensibilisation, de replantation de coraux. On fait énormément d'actions liées aux océans. Donc voilà, il y a vraiment un lien logique entre les deux. New fait partie des entreprises qui font du mécénat sur cette ONG-là. Et voilà, tout ce projet-là est né parce que je suis apnéiste, bientôt instructeur apnéiste d'ailleurs. Et autant la crème solaire que l'ONG sont venus de valeurs personnelles autour de ça. Et après, le lien avec le Startup Weekend, il remonte à l'édition Strasbourg 2018 que on a gagné avec un projet qui s'appelle Hildre, qui était un projet de boissons innovantes. On voulait un peu réinventer la fête et développer à la fois des nouvelles typologies de boissons festives qui soient plus naturelles, qui soient naturellement énergisantes, beaucoup moins nocives que tu vas être Red Bull et autres, et avec toute une expérience utilisateur presque technologique autour de la boisson pour créer de l'interaction sociale, créer du lien et développer quelque chose de complètement nouveau autour de la sociabilisation qui pour nous est maintenant trop, on va dire trop restreinte par le manque de contact humain qu'on a avec l'ère du numérique. Donc on a voulu se servir du numérique justement pour redonner du contact humain dans la festivité. Donc voilà, ça c'était le projet qu'on avait présenté en 2018, qui a gagné le Startup Weekend. Entre-temps, j'avais fait participant sur un autre Startup Weekend à Nantes avec un projet de shampoing écologique où j'ai accompagné une amie et qu'on a gagné également. Donc ce projet-là, pareil, va voir le jour bientôt. Donc voilà, et puis maintenant, je me suis dit que j'allais arrêter d'être participant parce que à chaque fois, c'était des projets toujours hyper intéressants avec des gens super géniaux et que ça finissait par créer des sociétés. Donc on a ralenti un peu le rythme et on a décidé d'aller aider un peu les gens qui voulaient se lancer aussi. Ça, c'est pour ma petite histoire personnelle liée au Startup Weekend. Et du coup, pour tous ceux qui ne connaissent pas les Startup Weekend, Chloé vous en a déjà un peu parlé, mais pour moi, en tout cas, la façon dont je l'ai vécu, c'est une énorme aventure personnelle au niveau du développement personnel, du développement professionnel, de la façon dont vous allez vous voir, vous, après un Startup Weekend, et surtout la façon dont vous allez évoluer personnellement et avec votre entourage ou avec de nouvelles personnes, parce que ça va vous challenger sur des choses que vous allez peut-être jamais avoir l'habitude de faire ailleurs. Le Startup Weekend, c'est avant tout déjà réussir à travailler avec des gens qu'on connaît pas, parce qu'on débarque sur un projet qui est le nôtre ou pas, mais avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés. Et ça va être s'adapter à ces personnes-là, ça va être prendre sur soi pour voir en quoi nous, on peut être utile au groupe. Donc c'est essayer de se valoriser soi-même et prendre confiance en soi par rapport à ça. Et après, ça va être aider les gens qui sont peut-être moins confiants par rapport à nous, à prendre confiance en eux, à les booster. Il y a toujours un peu une sorte de hiérarchie qui s'organise dans les groupes Startup Weekend où on va avoir le porteur de projet. Et parfois, le leader du groupe, ça va pas forcément être le porteur de projet. On va avoir le porteur de projet qui va apporter l'idée. Et des fois, dans certains groupes, on va voir une personne qui va sortir du lot et qui va tirer tous les autres et prendre un peu le lead sur l'organisation. Et très souvent, ouais, ça peut ne pas être le porteur de projet. Alors,
Je dis pas qu'il faut être cette personne-là, c'est simplement qu'il faut se placer par rapport à cette hiérarchie, soit en personne compétente et qui va pouvoir exécuter des choses, mais qui n'a pas forcément envie de manager tout un groupe et de gérer les problèmes humains, les problèmes techniques, financiers et autres, ou alors avoir justement ce rôle-là d'être moins dans l'action et dans l'exécution, mais beaucoup plus dans le management et puis la coordination de l'ensemble des tâches. Et déjà, rien que ça, si vous-même, vous n'avez pas conscience de comment vous êtes personnellement là-dedans, parce que dans votre vie, vous avez jamais vraiment dit que situation intense où vous avez été obligé de vous mettre en avant par rapport à ce rôle qui est le vôtre. Là, Startup Weekend, c'est un très bon moyen de s'en rendre compte et déjà de vous connaître un peu plus pour comment vous allez évoluer dans la vie plus tard et comment vous allez vous placer par rapport au challenge et par rapport aux ambitions que vous allez avoir. Ça, c'est pour l'aspect un peu humain. Après, sur l'aspect technique, on va pas se mentir, un Startup Weekend, vous allez tout faire. Franchement, je suis arrivé en Startup Weekend en me disant, moi, je sais faire un peu d'environnement, de management, un peu de technique. Au final, vous vous retrouvez à faire des tableaux financiers, des études de marché ou je ne sais quoi, des trucs qui sont pas du tout dans ce que vous avez étudié, pas du tout dans ce que vous travaillez, mais parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de tout faire, parce que le but, c'est d'être tout sauf perfectionniste, c'est d'essayer de tout faire à peu près bien pour avoir un peu toutes les bases d'un projet startup et derrière d'avoir cette espèce d'équilibre entre tous ces petits trucs que vous allez construire ensemble, que ce soit vos compétences ou pas, pour avoir un ensemble cohérent et un début de projet qui soit prêt à être lancé. Le but d'un Startup Weekend, c'est pas d'avoir quelque chose de complètement construit à la fin et de se dire, je vais prendre un exemple tout bête, vous allez voir inventer un nouveau harnais pour chien ou pour chat. Le but d'un Startup Weekend, c'est pas qu'à la fin, le harnais soit parfait, prêt à être utilisé, prêt à être commercialisé. Le but, c'est qu'il y ait un début d'idée, de prototype, qu'il y ait de potentiels futurs clients, que vous ayez testé ça sur une 50aine de chats à la SPA et que vous sachiez à peu près où sont vos forces et vos faiblesses pour continuer. Et que dans le groupe, celui qui a jamais fait de couture, il ait commencé à coudre des harnais. Celui qui est financier, il soit retrouvé à aller parler aux gens pour faire des études de marché. Et celui qui est arrivé en étant, j'en sais rien, plombier, maçon ou ingénieur fusée, il soit retrouvé à faire des plans financiers parce qu'il y avait personne d'autre pour le faire et qu'il fallait pondre un prévisionnel à l'arrache le dernier jour. Le but, c'est vraiment de vous diversifier, de prendre confiance en vous et de vous rendre compte que on vous a mis un peu dans une logique de vous avez fait des études là-dedans, vous avez travaillé dans un domaine et du coup, vous êtes bon à ça, donc faites ça. Le Startup Weekend, c'est tout l'inverse, c'est de dire non, maintenant vous êtes entrepreneur, que vous soyez porteur de projet ou pas, vous êtes entrepreneur et être entrepreneur, c'est être entreprenant et c'est donc aller de l'avant et faire ce qu'il faut faire, apprendre sur le tas et ne plus se dire mon évier est en panne, j'appelle un plombier, c'est se dire mon évier est en panne, je fais une recherche Google, j'achète des outils et je m'y mets parce que ça me fera une nouvelle compétence dans la vie. Ça, c'est on va dire, la logique première Startup Weekend. Après, sur le déroulement de comment vous allez évoluer par rapport à votre idée, on parle souvent d'idées, mais c'est la première erreur dans un Startup Weekend. Vous allez avoir des porteurs de projets qui vont vous dire mon idée c'est ça, j'ai envie de travailler là-dessus et vous allez les suivre sur cette idée-là où vous allez vous-même être porteur de projet. Je reprends l'exemple du harnais pour chat. L'idée ne vaut rien. Si moi j'arrive en disant j'ai une super idée de harnais pour chat et ça a cette forme, cette fonctionnalité, ça va fonctionner comme ça vaut rien. Ça vaut absolument rien. L'idée, elle est faite pour bouger, elle est faite pour évoluer. Et si vous prenez n'importe quel gros projet qui a cartonné dans le monde, un exemple tout bête, ça va être Facebook. Facebook, c'est en perpétuelle évolution en fonction du marché, en fonction des attentes des consommateurs, en fonction de l'époque dans laquelle ça évolue. Là, c'est la même chose. La personne qui va arriver avec son projet de harnais pour chat, elle va arriver avec cette idée-là. Mais en fait, c'est pas l'idée qui compte, c'est la problématique. Et la problématique, ça va être quoi? Ça va être de se dire, les gens qui veulent promener leur chat, ils peuvent pas le faire parce que les harnais, ils sont soit trop serrés, soit pas pratiques, soit les chats arrivent à se glisser entre. Et du coup, ils vont identifier que le marché attend une solution à cette problématique-là. Et c'est là-dessus que vous allez travailler et pas sur la solution. La solution, en fait, elle va faire partie d'une multitude d'autres solutions qu'il va falloir tester, étudier, pour ensuite en choisir une et aller encore la tester, mais cette fois la tester sur le marché avec un prix et des clients. Après, étudier le retour client et l'améliorer. C'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. Et le Startup Weekend, c'est un avant-goût de tout ça. Nous, sur la crème solaire, par exemple, que j'ai lancée, on a fait une première version. Elle n'était pas parfaite, on le savait, le packaging n'était pas parfait, le produit était déjà très bien, mais il y avait encore des choses à améliorer. On l'a lancé sur le marché, on a eu 95% de satisfaction, 5% de gens qui nous ont dit elle est un peu épaisse, le packaging est encore en plastique, c'est pas top, la quantité est un peu petite. Et grâce à ça, et grâce à ces gens-là qui sont les plus importants, dites-vous bien ça, les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, c'est les plus importantes, ça vous fait des points d'amélioration parce que ces points-là, vous allez les tester auprès de tous les autres. Même les autres qui sont satisfaits, leur dire oui, mais vous êtes content du produit, mais si jamais on augmente la quantité, est-ce que ce ne serait pas encore un peu mieux?
Et après, si vous avez 90% des gens qui vous disent oui, c'est déjà très bien, mais ce sera encore mieux comme ça, vous allez améliorer votre projet. Le harnais pour chat, c'est la même chose. Votre premier harnais, ça va être 3 bouts de ficelle accrochés ensemble, mis sur une peluche de chat à l'arrache, mais il y aura un prototype, il y aura des points d'amélioration, et de fil en aiguille, vous allez vous retrouver à tester avec des propriétaires de chats, des associations d'animaux, des dresseurs ou je ne sais quoi, pour au final arriver sur quelque chose qui soit vraiment fonctionnel et prêt à être utilisé. Donc dites-vous bien ça, vous arrivez dans un projet avec une équipe, vous travaillez sur une problématique et surtout pas sur une solution. Si vous restez bloqué sur votre solution, vous allez vous planter parce qu'au moment où vous allez lancer cette solution-là, du début jusqu'à la fin, vous allez être convaincu que c'est la bonne solution, sauf qu'à aucun moment, vous êtes allé chercher des retours utilisateurs, des retours d'expérience. Et au moment de vous lancer sur le marché, tout le monde va vous dire « j'en ai pas besoin, c'est mal foutu, c'est trop cher, j'en veux pas, il y a déjà mieux ailleurs ». Si vous n'avez pas fait une étude concurrentielle pareil, vous n'allez jamais savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui le fait déjà mieux que vous. Et c'est pour ça que c'est hyper important de toujours partir du principe que votre solution n'est jamais la bonne, elle sera jamais la meilleure, elle est très bien comme elle est maintenant, mais il faut l'améliorer. Et ça, le but d'un Startup Weekend, c'est aussi de vous amener, vous, à aller tester votre idée. Je vous donne l'exemple de la boisson. On est arrivé en Startup Weekend avec notre projet de boisson festive et énergisante. À la base, on voulait faire une bière énergisante. Et on s'est dit, OK, il nous faut un prototype. Donc, il y en avait qui travaillaient sur tout le prévisionnel financier, combien il fallait d'argent pour lancer ça, la partie juridique, quel est le cadre réglementaire du projet dans lequel je travaille, que je fasse des fusées, des harnais pour chat ou des boissons, il faut que je sache si j'ai le droit de le faire, dans quel cadre j'ai le droit de le faire et quels documents il me faut pour ça, est-ce qu'il faut que je fasse des tests, est-ce qu'il faut que je passe des labellisations. Donc, il y a des gens qui travaillaient là-dessus et on avait 2 personnes qui travaillaient à plein temps sur de la formulation. On avait 3 tables alignées, il y avait plein de types d'alcool, de mélange, de choses comme ça différentes. On a appelé quelques personnes qui avaient bossé pour Red Bull, pour Coca et compagnie, et on faisait des prototypes. Et une fois qu'on a eu un prototype, c'était le 2e jour, qu'on avait un prototype à peu près satisfaisant, on a fait une vingtaine de bouteilles. On est allé voir des bars à Strasbourg, des gens dans la rue, on allait faire goûter notre produit, on leur a expliqué l'identité, on leur a expliqué le projet, ce qu'on voyait, ce qu'on pensait faire avec ça, le prix auquel on pensait le vendre, et avec des petits questionnaires. Et on a eu plein de retours de gens qui nous ont dit ouais, ça c'est pas mal, ça j'achète, ça non, ça c'est trop cher, ça c'est pas bon. Les bars, pareil, parce que nous, notre premier client sur un projet de boisson, c'était les bars et pas les utilisateurs. Les bars nous ont dit, bah oui, pourquoi pas, mais moi, il me faut des fûts de 50 litres. Pourquoi pas, mais moi, il me faut un prix 30 € moins cher au litre. Pourquoi pas, mais je veux pas m'occuper de la logistique. Et tout ça, après, tac, on retourne, on va bosser, on fait un débrief aux autres et on reprend tous ces éléments pour remanier encore le projet et pouvoir l'améliorer. Sur un Startup Weekend, si vous voulez avoir une chance de gagner et d'arriver en tout cas à une satisfaction même personnelle de vous dire j'ai accompli des choses avec mon équipe, il faut absolument qu'il y ait un moment ou même plusieurs moments où tout se remette un peu en question. Et il y a toujours un craquage en plein milieu du Startup Weekend où vous allez rester tous bêtes et tous bloqués à vous dire parce qu'il y a Michel et Catherine qui sont revenus d'une étude de marché terrain et qui se sont dit les gars, stop, on arrête tout, ça ne sert à rien. Il y a machin qui m'a dit que ça existait déjà ici, il y a telle personne qui m'a dit que elle, de toute façon, elle payerait pas aussi cher. Et vous allez devoir tout remanier. Et c'est ça qui est important, en fait. Et c'est ça qui est bien. Ça veut dire que votre projet évolue et que vous stagnez pas. Parce que si, sur toute la durée du Startup Weekend, il n'y a aucun moment où vous allez devoir tout remettre en question, c'est qu'il y a un problème. Soit vous avez l'idée du siècle et vous allez devenir millionnaire dans l'année, soit c'est qu'il y a un problème et c'est que vous n'avez pas été assez attentif aux personnes qui vont vous dénigrer ou en tout cas qui vont mettre le doigt sur les choses qui font mal et sur les choses que vous avez mal faites ou que vous n'avez pas vues, auxquelles vous n'avez pas pensé. Donc, pensez bien à ça. Restez hyper attentif au marché, à vos clients et aux personnes qui vont vous donner de l'argent pour ça. Le but, c'est d'apporter une solution aux gens. Mais si cette solution ne motive pas les gens à vous rémunérer pour, et ça va vous mener nulle part. Et ça va vous mener nulle part. Vous n'allez pas pouvoir en vivre, vous n'allez pas pouvoir travailler dessus. Et que ce Startup Weekend vous lance sur un vrai projet de société que vous allez continuer après avec votre équipe ou simplement que ce soit juste une période d'essai où vous vous dites pendant quelques jours, je vais tester un peu, voir ce que c'est l'entrepreneuriat ou quoi, ça vous aidera dans toute votre vie. Parce que dans toute votre vie, quelle que soit l'épreuve que vous allez vivre, quel que soit le challenge que vous allez faire, ça va vous apporter quelque chose parce que vous allez apprendre énormément sur vous-même et sur les autres et sur le fait qu'au final, rien n'est impossible à partir du moment où on a la bonne méthode, le bon état d'esprit et surtout la motivation d'outrepasser les épreuves et les challenges et les difficultés qu'on se prend. Donc voilà, gardez bien en tête, on va vous le répéter tout le long. Et samedi, moi, je ferai du coaching avec certains d'entre vous et je vais vous mettre une pression de malade si vous ne venez pas avec au moins 50, 100 ou 200 retours clients parce que vous êtes allé sur Internet, dans la rue, parce que vous êtes allé sur Facebook faire des questionnaires. Et si vous ne m'avez pas ramené
des retours clients de personnes qui vous ont dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, et que vous êtes que entre vous à me dire ouais mais entre nous on est d'accord comme quoi ça va marcher, là c'est mort. Là clairement vous êtes foutu et le jury va pas vous rater, et dans tous les cas vous allez jamais pouvoir créer un projet en partant de zéro comme ça. Pensez bien à ça, c'est hyper important. Après un autre point qu'il va falloir sur lequel il va falloir être très attentif, c'est l'équipe. Vous connaissez pas les gens, ou peut-être qu'avec de la chance, vous allez connaître une ou deux personnes dans le groupe, mais en général, vous connaissez personne. Il faut dès le début mettre en avant les forces, les faiblesses, les capacités de chacun, l'aspect très psychologique aussi. C'est important aussi alors c'est tout bête, hein, mais c'est de se dire entre vous, quand moi je commence à être blasé, fatigué, énervé, frustré, je commence à être comme ça. Si je commence à plus trop parler, ou si je commence à répondre un peu en étant un peu insolent ou quoi, vous allez sentir que je vais pas bien, que en fait je fais ça par défense parce que je suis un peu à bout. Donc soit laissez-moi tranquille, soit on fait une pause et on remet tout à plat. C'est pour ça que le rôle du leader dans votre groupe va être hyper important, parce que être leader, ça veut pas dire être chef, être patron, c'est super, c'est vous le meilleur. Non, être leader, c'est que c'est vous qui allez gérer toutes les merdes, et c'est le pire poste si vous n'êtes pas hyper prêt à ça. Il faut être super attentif à ça. Et si vous avez un membre de votre équipe qui est censé vous faire une tâche hyper importante et qui craque en plein milieu et qui plante tout et qui vous dit les gars, j'arrête tout, j'en peux plus, j'en ai marre, personne ne me comprend, ça m'énerve, on n'avance pas et tout, ça va être le bordel. Donc le leader de votre groupe, ça va être le RH, ça va être la personne la psychologue qui va devoir être hyper attentif au bien-être de chacun. Et ça veut dire parfois prendre du temps, se poser dans un coin avec quelqu'un, l'appeler, lui dire ça va, tu vas bien, j'ai vu que t'étais pas très bien tout à l'heure pendant le point qu'on a fait, t'en es où dans tes tâches, tu penses quoi de ça, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu t'entends pas dans le groupe? Soyez hyper attentif à ça. Là, je suis en train de vous dire que vous allez devoir à la fois être bloqué sur des tableaux Excel financiers, aller parler à 150 personnes dans la rue et en plus faire le psychologue, mais c'est ça le Startup Weekend, et vous en êtes tous capables. Vous en êtes tous capables, vous êtes capables de tout ce que vous voulez, quel que soit votre parcours, quelles que soient vos études, quel que soit votre tempérament, vous en êtes capables, et c'est simplement dans votre tête qu'il faut débloquer ce petit frein où vous vous dites non, ça c'est pas pour moi. Non, essayez-le. Alors vous serez peut-être pas la meilleure personne pour ça, mais vous en êtes capable et tout le monde en est capable. Et en fonction de la situation, là c'est un Startup Weekend dématérialisé, mais ça, je pense que le stress va aussi être très présent. Les Startup Weekend que moi j'ai fait, on dormait 4 heures sur les 54 heures du week-end, on bossait non-stop, et vu qu'on était porteur de projet, du coup on avait une pression de malade parce qu'il fallait manager tout le monde, et je me suis retrouvé plusieurs fois à prendre quelqu'un à part, à faire des câlins à une fille qui pleurait parce qu'elle était à bout, et à la renvoyer chez elle pour qu'elle aille dormir, à aller régler des conflits. Enfin, ça fait partie du job. Ça fait partie du job, et comme dit, autant si vous voulez être un jour patron, entrepreneur, ou même dans votre carrière personnelle ou dans votre vie personnelle, vous allez devoir manager des émotions, vous allez devoir manager des êtres humains, et vous allez devoir vous manager vous-même. Et ça, dans un Startup Weekend, c'est un super entraînement parce qu'il n'y a pas d'enjeu, ou en tout cas très peu, parce que les projets sont pas obligés de sortir à la fin, mais c'est vous qui allez vous mettre vos propres enjeux personnels là-dessus, et sur les avancées psychologiques que vous allez devoir faire par rapport à vous-même pour être plus attentif à tout ça. Donc voilà, je vais m'arrêter un peu là, et puis on va prendre les questions-réponses. Je résume en 2 mots, du coup. Commencez votre Startup Weekend en étant hyper positif, hyper motivé, et en enlevant tous les freins dans votre tête que vous pouvez vous mettre sur le fait que vous n'êtes pas capable de faire certaines choses. Vous êtes capable de tout, absolument tout. Et ça, je vous le redirai autant de fois qu'il faut. Il n'y a aucun frein à prendre là-dessus. Ensuite, pas d'idée fixe, que des problématiques. La solution miracle, elle n'existe pas. L'idée fixe et l'idée parfaite n'existe pas. Ou alors vous êtes Elon Musk, mais après 30 ans de carrière qui sont passés en 2 secondes. C'est la problématique qui importe. Trouver une problématique et chercher à répondre à cette problématique. Ensuite, pour y répondre, vous allez vers des clients, vous allez vers les gens qui vont payer pour ça, vous allez identifier votre marché, vous allez éduquer votre concurrence, et vous allez vous remettre en question et chercher à vous faire taper sur les doigts. Il faut chercher à se faire taper sur les doigts sur les points qui ne vont pas, et ne surtout pas essayer d'aller confirmer ce qu'on pense être juste, parce que là, vous allez parler qu'à des gens qui vont vous dire « Ouais, c'est génial, je trouve ça trop cool », mais au moment de sortir le portefeuille, c'est en général les personnes qui vont vous dire « Ouais, mais non, attends, moi, je te soutiens, mais là, je peux pas ». Et puis derrière, surtout, n'oubliez pas l'aspect humain. Soyez très attentif à votre équipe, soyez très attentif au moral de tout le monde, et essayez toujours de prendre un peu de temps pour analyser comment les autres se sentent, pour réagir avant que ça commence à péter en drame,
Et dès le début de votre Startup Weekend, posez les bases de votre tempérament, de votre personnalité, de vos limites et expliquez aux autres comment vous fonctionnez, poussez les autres à vous expliquer comment eux fonctionnent. Et comme ça, vous aurez tout de suite, et avant que ça aille trop loin, des signes avant-coureurs qu'il y a un problème, qu'il faut faire une pause. Des fois, il vaut mieux perdre une demi-heure ou même 1 heure de boulot, mais se poser, discuter, échanger, parler d'un peu de choses d'autres choses que du projet ou juste prendre du temps pour soi et repartir mieux parce que ça arrive qu'on perde une demi-journée où tout le monde est stressé, tout le monde fait n'importe quoi et personne dit à un moment stop les gars, maintenant on arrête, on prend une pause et après on reprendra et vous vous retrouvez à plus rien faire et à plus avancer. Donc, voilà. Et puis le plus important, prenez du plaisir. C'est une expérience humaine qui est géniale. Même là en dématérialisé, ça va être, enfin, je vous garantis que ça va être génial pour vous. Vous allez découvrir plein de choses. Vous allez pouvoir vous lancer dans un challenge et dans une épreuve de vie sans qu'il y ait vraiment d'enjeu pour vous. C'est ce qu'il y a de mieux parce que vous allez vous mettre une pression de malade parce que le projet est quand même concret, mais il n'y aura pas de pénalité à la fin. Et c'est ça qui est top, c'est que voilà, c'est comme un jeu que vous allez faire avec vos amis, sauf que là, ce jeu-là, il peut finir sur une carrière. Et en fonction de comment vous allez le vivre et comment vous allez vous investir dedans, ce sera peut-être votre future carrière, votre futur projet ou en tout cas votre future équipe. Et c'est peut-être ça qui va venir casser votre quotidien, votre routine et vous amener dans un rythme de vie de malade que moi je vis depuis plusieurs années et que je regretterai jamais d'avoir choisi comme style de vie, même si ça m'a coûté énormément d'efforts personnels, professionnels et beaucoup de remises en question. Aujourd'hui, c'est un épanouissement de dingue d'être là-dedans et je pense que Deux Sociétés, c'est que le début pour moi. J'en ai encore d'autres que j'ai envie de créer. J'ai envie de faire plus de startup week-end, de rencontrer plus de gens, de répondre à plus de problématiques et d'aider les gens au quotidien sur plein de choses qui peuvent les toucher. Et ça doit être vous pendant ce week-end-là. Ça va être vous pendant ce week-end-là. Alors, faites sauter toutes les barrières dans votre tête et puis foncez. Voilà. Est-ce que Chloé, t'as allé comme petite présentation? Ouais, super. Alors, je précise que du coup, tu es parti très Startup Weekend et donc là, on ne fait pas un Startup Weekend. C'est vrai, c'est vrai. J'espère que cette présentation vous aura donné envie de participer à un Startup Weekend. Moi, je tiens à préciser que tous les conseils que tu as donnés là sont des super conseils et qui sont tout à fait applicables en Startup Weekend, mais aussi dès que vous voulez, à n'importe quel moment dans votre quotidien d'entrepreneur ou dans votre quotidien de salarié qui a une idée et qui peut commencer à entreprendre. Vous pouvez vraiment tout appliquer et démarrer dès maintenant, peu importe les conditions, le temps que vous avez et les connaissances que vous avez. Et si ça vous a donné envie de participer à un Startup Weekend, alors pour le Startup Weekend Mulhouse, il faudra attendre 1 an, ce sera certainement vers avril, mai ou juin l'année prochaine qu'on l'organisera. Par contre, il y a tous les ans en novembre le Startup Weekend Strasbourg et il y a des Startup Weekend très régulièrement partout en France et partout dans le monde. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner si jamais ou à nous contacter parce que, comme Adrien, on est plusieurs dans l'équipe à avoir fait plusieurs Startup Weekend et à aimer en faire des nouveaux tout le temps. Et j'enchaîne tout de suite sur les questions qui ont été posées. Donc, la première, est-ce que tu conseilles de faire des formations avant de commencer à entreprendre? Oui et non, ça dépend. Déjà, oubliez toutes les formations en ligne qu'on va essayer de vous vendre en mode devenez entrepreneur avec ma super formation en 6 cours à 200 € unité, nanana. Ça, il y a des tonnes d'arnaques sur Internet là-dessus. Ne faites pas ces trucs-là, ça ne sert à rien. Plutôt que de faire des formations, moi, ce que je conseille souvent et ce que j'ai fait parce qu'on me l'a conseillé, c'est d'aller rencontrer des entrepreneurs, de faire des apéros entrepreneurs, des fois même de voir dans son entourage, vous connaissez forcément quelqu'un directement ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a créé sa société ou qui travaille dans une startup. Ou si ça vous intéresse, commencez par aller forcer un peu la chance et aller saisir des opportunités et aller parler à quelqu'un qui a entrepris et demander des conseils, demander le parcours de la personne. Ce sera la meilleure formation du monde et ça vaudra toutes les formations qu'on va essayer de vous vendre sur Internet. On va vous dire ce que je viens de vous dire là en une demi-heure, mais en plus bateau parce que c'est des mecs qui ne l'ont jamais appliqué et qui vont juste essayer de vous vendre des trucs. Toutes les formations de business en ligne ou je ne sais quoi, vous oubliez tout de suite, il n'y a rien qui marche. Si ces mecs-là avaient des secrets, des astuces ou des conseils qui marchaient vraiment, ils ne seraient pas en train d'essayer de les vendre, ils seraient en train de les appliquer. Et les mecs qui les vendent, c'est les mecs qui font des conférences à 5, 10 ou 50 000 $ la conférence et ils sont pas en train de traîner sur Internet pour faire ça. Donc voilà, évitez les formations, allez sur le terrain. C'est comme pour le test du produit. Allez rencontrer des entrepreneurs, allez rencontrer des gens qui le vivent ou qui l'ont vécu, demandez des conseils et vous allez voir que tous les gens
enfin, en tout cas, une énorme majorité des gens qui sont entrepreneurs sont hyper ouverts à le partager et sont toujours hyper heureux de rencontrer des personnes qui ont envie de découvrir ça ou qui ont cette fibre-là. Alors, j'avais envie de poser une question en lien avec ça et je crois que ça rejoint la question de Laurent qui dit si j'ai une idée mais que j'ai pas de connaissances, que je ne vois pas comment construire une startup, comment est-ce que je peux faire pour trouver comment faire? Et alors, je sais pas si c'est déjà un élément de réponse, mais en lien avec les formations avant d'entreprendre, est-ce que tu conseilles, toi, d'aller trouver des structures qui accompagnent à la création d'entreprises, du Bien type sûr. Active ou autre? Ouais, ça c'est pareil, c'est un très bon pont pour aller rencontrer des entrepreneurs. Il y a beaucoup de structures qui peuvent vous accompagner là-dessus, même si vous êtes juste curieux. Hein, c'est souvent des trucs gratuits, notamment la CCI de Strasbourg. Alors la CCI Mulhouse, je sais pas, mais je pense qu'ils sont plus ou moins en lien. Les CCI sont en Alsace sont très très intégrés dans l'écosystème entrepreneurial. Ça jaloux, enfin on rend très jaloux d'autres régions de France, notamment quand on était à Nantes où là-bas la CCI ils savent même pas ce que c'est qu'une start-up. Ici en Alsace ils sont très au courant, ils sont à tous les événements, ils connaissent beaucoup d'entrepreneurs. Donc Alsace Active, la CCI, la BPI, parfois même les banques. Hein. Quand vous avez un banquier, vous pouvez lui demander s'il connaît pas des entrepreneurs ou s'il n'y a pas des événements liés à ça. C'est une très bonne façon d'aller justement découvrir ça et comme je disais avant, plutôt que de commencer à payer des formations, utiliser ce qu'il y a de gratuit et autour de vous et aller rencontrer des gens de façon bienveillante et humaine plutôt que de payer pour des conseils où vous allez avoir des attentes et ça marchera beaucoup moins bien que quelqu'un qui va de façon bienveillante vous conseiller là-dessus. Ce que je fais moi avec beaucoup de gens, j'ai accompagné beaucoup d'étudiants, d'entrepreneurs, de jeunes porteurs de projets qui venaient me demander des conseils et que j'essayais d'aider autant que possible gratuitement et juste par plaisir de me dire que y a d'autres personnes qui entreprennent et c'est très bien. Merci. Alors, Medina Svera, sur la question avec l'exemple de créateur de site web, je suis pas sûre de bien comprendre si c'est possible de la reformuler comme ça. Je pose la question dans le sens. Alors, Steve ou Steve demande une fois le produit-service réalisé, quels conseils pour obtenir des passages dans les médias et se faire connaître? Et du coup, j'en profite pour les questions qui ont été posées. Si jamais effectivement ça répond pas tout à fait à ce que vous attendiez, n'hésitez pas à reposer des questions et à repréciser. On reviendra dessus sans problème. Juste la question sur le web, c'était celle de Medina, c'est ça? Oui, mais alors je pense que c'était en lien avec la question d'avant. Alors, je suis pas sûre de bien comprendre, mais c'est pour un créateur de site web, il faut bien se former en web marketing, par exemple. Oui et non, mais comme dit, le fait de se former en partant de zéro sans savoir dans quoi on s'embarque, ça n'a pas trop de sens. C'est mieux d'aller rencontrer quelqu'un qui travaille déjà dans le digital, qui va pouvoir vous donner des conseils là-dessus et vous dire forme-toi avec ça. Il y a des tutos YouTube qui sont beaucoup mieux que n'importe quelle formation payante, ou alors, je sais pas, rejoins cette association de passionnés, ce groupe Facebook, ou voilà, ou commence par faire autre chose que juste du codage, ou alors plutôt, des fois c'est bête, mais plutôt que d'apprendre à faire le truc vous-même, vaut mieux aller choper une subvention de la région parce que l'idée est un peu sympa, développer un peu votre idée, récolter de l'argent et aller embaucher quelqu'un, un stagiaire ou un employé qui va le faire pour que vous puissiez vous concentrer sur le développement de votre projet. Parce que les heures que vous allez passer à coder votre site web, c'est des heures que vous perdez, vous n'allez pas aller rencontrer de futurs clients, de futurs partenaires, de futures opportunités. Donc ça aussi, c'est très important quand on est entrepreneur, il faut savoir déléguer, sinon vous n'avancez jamais. Oui, donc la personne précise, j'ai contacté une entreprise de création de site web, il m'a conseillé de faire des formations. Comme dit, moi je trouve que c'est un peu dangereux de se lancer dans des formations à droite à gauche sans trop savoir ce qu'on veut faire et sans trop savoir dans quoi on s'embarque. C'est toujours mieux d'abord d'avoir un retour de quelqu'un qui l'a fait, pour qui ça a marché et qui va vous dire moi j'ai perdu 6 mois à faire des formations alors qu'au final j'aurais pu commencer de telle façon, telle façon ou telle façon ou juste comme dit créer mon entreprise et prendre un stagiaire gratuit qui lui est en école de web design et qui du coup a toutes ces connaissances-là, qui a pu travailler pour moi là-dessus pendant que moi j'allais développer mon projet. Tout dépend après du projet que vous voulez faire. Si vous voulez absolument apprendre à coder ou à faire des sites web, bien sûr, faites-le. Mais pareil, même là, allez chercher des gens qui l'ont fait avant vous, demandez des conseils et prenez des retours d'expérience. Ça se fait de moins en moins d'acheter ou de payer quelque chose sans que ça nous ait été conseillé par quelqu'un. À part quand on va à la Fnac, on se dit c'est la Fnac, ça passe. En général, on a envie d'avoir des avis, on a envie d'avoir un retour sur la chose. Et quand on teste un resto, c'est souvent que quelqu'un nous a dit que c'était bien ou qu'on a vu des avis sur Internet.
Là, c'est pareil. Avant de faire une formation, avant de se lancer dans un domaine, c'est toujours bien d'avoir des avis de quelqu'un qui est passé par là avant nous et qui va pouvoir nous dire si oui ou non, ça vaut le coup. Alors là, c'est mon expérience personnelle, mais en lien avec ce que tu dis, peut-être une autre manière de l'expliquer, c'est aussi de dire si à un moment vous êtes sûr que vous voulez devenir indépendant en création de site web et créer vraiment votre activité d'indépendant et que vous êtes au clair là-dessus, que vous savez à peu près quels clients vous allez pouvoir trouver, à qui vous adresser, là, je pense que oui, vous pouvez vous lancer dans des formations, surtout si elles vous ont été recommandées par des personnes qui ont déjà cette activité. C'est pas exactement la même chose, mais je pense qu'une erreur qu'on fait souvent, comme ce qu'Adrien expliquait, c'est de se dire, OK, moi, j'ai mon idée, je sais que je veux faire ça, et donc je vais commencer à mettre en place tous les outils techniques, et j'inclus les formations là-dedans, pour être en capacité de réaliser cette idée. Et souvent, l'erreur qui est faite, et alors Adrien, tu pourras nous dire si tu l'as faite ou pas, toi, à un moment dans tes activités, mais moi, je sais que c'est de rester bloqué un peu de ce qu'on dit dans l'entrepreneuriat, c'est de tomber amoureux de son idée. Et du coup, moi, je sais pas, j'ai dû passer 1 an à finaliser mon idée de site web avec application. Tout ça pour me rendre compte à la fin que ça allait pas fonctionner. Pourquoi? Parce que j'avais pas pris le temps auparavant, comme ce que tu disais avant, d'aller tester les personnes. Alors, on parle souvent d'un prototype et des fois, on a du mal à imaginer quel type de prototype on peut faire qui soit suffisamment rapide pour aller tester les choses. Mais rien qu'aller parler à des clients potentiels et très vite d'aller voir quels sont les problèmes qui peuvent se poser et de trouver des manières de tester sans passer 6 mois à développer le site, le hardware et tout ce qui va avec. Ça permet très vite comment dire, de bien fiabiliser son idée. Et là, on gagne du temps parce qu'il y a plein de choses que vous allez peut-être vous former, tout ça pour découvrir, une fois que vous vous serez lancé, qu'en fait, si ça se trouve, la valeur ajoutée que vous avez à apporter, elle n'est pas sur vous créer les sites internet, mais sur être entrepreneur et bien gérer la boîte. Et c'est pas vous qui aurez l'expertise des sites internet. Je sais pas si ça répond, mais. Ouais, j'ajouterais que moi, je fais quand même une grosse différence entre se lancer en tant que freelance dans un domaine précis et être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est employer des freelances ou des personnes qui ont des capacités, des compétences dans un domaine précis pour mener à bien un projet et manager un ensemble de personnes comme ça pour arriver à ses fins. Après, quand on veut se lancer, bien sûr, en tant que freelance ou quoi, moi, actuellement, une de mes passions, c'est la photo et je suis en train de devenir photographe pro à côté le week-end où je fais des prestations parce qu'on m'en demande tout le temps. Du coup, là-dessus, je fais des formations et je me forme à fond parce que c'est une spécialité et j'ai besoin de connaître mon matériel, de connaître les astuces, voilà. Mais après, c'est vraiment différent entre être freelance dans un domaine précis et être entrepreneur. Après, dans tous les cas, ça n'empêche que, j'ai envie de dire, vous avez 90% de ce que vous pouvez apprendre qui est gratuit sur YouTube ou sur Google ou sur certains sites gratuits de formation. Donc, avant de débourser un seul euro pour vous former, faites quelques recherches et je suis sûr qu'entre les forums, les groupes Facebook, YouTube et Google, vous allez forcément trouver les connaissances que vous cherchez, à moins que ce soit quelque chose de vraiment très, très précis, quoi. Ok, alors je regarde pas mal le chat. Sur la presse, hein, c'est ça? Pardon? Il y avait une question sur la presse, hein, comment faire connaître son idée, je crois que c'était celle-là. Hein. C'est produit de service réalisé, quel conseil pour obtenir des passages dans les médias et se faire connaître? Deux choses, surtout, soyez confiant dans votre idée et c'est important. Alors c'est pas toujours obligatoire, hein, mais ça marche beaucoup mieux quand vous faites ce qu'on appelle du personal branding. C'est le fait de se mettre soi en avant pour vendre son idée. Donc ça va être, en gros, vous allez être l'ambassadeur de votre marque, ce que moi je fais avec New. Donc c'est vous qui allez, vous allez faire des petites vidéos, vous allez parler de votre projet, vous allez faire des stories sur Instagram, vous allez tweeter. Vous allez en parler sur LinkedIn et c'est vous en tant que personne qui allez vendre le projet. Ça donne un côté beaucoup plus humain, beaucoup plus proche du client. Et rien que ça, déjà, ça va beaucoup plaire parce que les médias sont hyper friands de jeunes porteurs de projets qui s'expriment bien, qui parlent bien et qui peuvent venir à l'antenne et en 10 minutes résumer tout leur projet sans bégayer parce que pour eux, c'est du pain béni parce qu'ils n'ont pas à vous faire répéter 15 fois et peuvent vous faire passer en live. Rien que ça marche déjà très bien. Et bah, du coup, moi, je vous dis ça parce que ça marche pour moi. Et après, quand vous voulez aller plus loin, le plus simple, c'est soit de recruter une attachée de presse qui va vous faire des communiqués de presse, des dossiers de presse. Et c'est un domaine dans lequel c'est souvent des gens qui ont un énorme carnet d'adresses de plein de journalistes à qui ils envoient ça dans des listes d'emails, alors que vous allez mettre des heures et des heures à envoyer un email à chaque magazine pour leur dire « s'il vous plaît, vous pouvez pas me publier ». Ou alors prendre carrément une agence de communication, ce que nous, on a fait aussi.
qui du coup va vous gérer vos réseaux sociaux, vos interviews, ce genre de choses. Et donc dans l'agence, moi la directrice de l'agence est aussi mon attachée de presse. Et c'est elle qui gère tout ça pour moi. Moi, ça me fait gagner du temps et elle s'y connaît, elle a du réseau là-dedans, elle connaît les gens. Comme dit, si moi je veux un article dans DNA, je vais envoyer des mails, des demandes, des machins, je vais expliquer, ça va prendre une plombe. Quand elle envoie un mail, la personne sait qui elle sait que quand ça part d'elle, bah du coup c'est que c'est quelque chose de concret. Et donc, si demain je veux un article dans les DNA, on peut l'avoir quoi. Donc des fois, il vaut mieux déléguer, ce que je disais avant, hein, déléguer à des personnes compétentes et spécialisées dans un domaine, quitte à payer un peu plus parce que le retour sur investissement va être beaucoup plus important et surtout le gain de temps et le gain d'énergie va être beaucoup plus important pour vous. Oula, le chat est redescendu tout en bas. Alors, on avait une question. Est-ce qu'on va pouvoir former des groupes autour de porteurs de projets malgré le format digital de cette édition? Peut-être. Désolé, je suis très parti sur le côté Startup Weekend, mais je savais plus trop si du coup ça allait être quand même quelque chose de vraiment un peu en format Startup Weekend mais digital ou. Non, alors dans le format de base qu'on a pensé, c'est vraiment les webinaires, les rendez-vous avec les coachs pour un suivi individuel. Après, on a notamment pour le samedi soir, on a créé un Discord. Alors, on va vous envoyer le lien dans le chat et on vous le renverra certainement par mail ce soir encore ou demain. Donc, on va créer un Discord pour que vous puissiez tous vous connecter et que toute la semaine, vous puissiez échanger si vous le voulez. On ne sait pas si ça vous permettra de trouver des personnes intéressées autour de votre projet, mais ce qu'on peut faire aussi, si vous le souhaitez, donc, si vous voulez trouver des personnes pour travailler avec vous la semaine et pour faire études de marché, ce type de choses, n'hésitez pas, vous, à solliciter des personnes autour de vous. Et si vous voulez faire des partages sur Facebook disant que vous cherchez des personnes dispo pour donner un coup de main pendant la semaine sur tel ou tel format, n'hésitez pas, vous, à le partager, à nous taguer dans votre publication et on repartagera aussi. Et comme ça, on peut. Alors, vous verrez si vous voulez utiliser notre Discord ou autre chose, mais on est tout à fait disposé à vous aider à trouver des personnes pour se mobiliser autour de vous pendant la semaine ou juste sur une journée, tout dépend de comment vous imaginez ça. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais si jamais, n'hésitez pas à préciser ce que vous voulez savoir en plus. Une question de Jackie. Peut-on faire des démarches auprès des futurs clients par téléphone ou faut-il les voir en direct? Alors là-dessus, tout est possible. En fait, tout est possible à partir du moment où vous entrez en contact avec des êtres humains qui ont un petit peu de moyens financiers pour potentiellement acheter votre solution et qui ont des problèmes dans la vie à laquelle votre solution amenée par votre problématique va répondre. Donc, les trucs qui marchent le plus, c'est souvent faire un questionnaire, un Google Form ou un questionnaire en ligne avec des outils gratuits et l'administrer sur Facebook. Donc, le partager sur vos réseaux sociaux, demander à vos amis de le partager. Des fois, c'est bien de faire des messages personnels où vous allez l'envoyer à 20, 30 ou 50 de vos contacts avec un petit message personnalisé, genre coucou machin, comment tu vas? Je suis désolé, je te dérange, mais je suis en train de travailler sur une idée de start-up. Est-ce que ça te dérange pas de répondre à mon questionnaire? Et voilà, par téléphone, ça peut être pas mal aussi, mais après, pour appeler des gens directement, il faut que ce soit des gens que vous connaissez, parce que si c'est des gens que vous connaissez pas, ils vont se sentir un peu agressés. Et ce qui marche le mieux, parce que ça permet d'établir un vrai dialogue avec quelqu'un, c'est de faire ce que je disais avant, de faire un questionnaire papier, d'aller dans la rue et d'aller rencontrer des gens. C'est le plus dur parce qu'il faut aller parler à des inconnus et on sait bien que les gens, ça les fait toujours un peu chier de se faire alpaguer dans la rue. Mais c'est ce qui marche le mieux parce que si vous allez tomber sur des gens qui vont être intéressés, qui vont dialoguer avec vous et vous apporter des axes de réflexion, c'est vraiment, vraiment ce qui marche le mieux. Et en plus, même pour vous, bah, c'est super cool parce que vous rencontrez des gens, il y a un côté vraiment humain, interactif. Voilà. Après, donc tous les formats marchent. C'est bien de diversifier les formats. Nous, c'est ce qu'on a fait à chaque fois, d'avoir un peu de rencontres humaines dans la rue, un peu d'administration Facebook, un peu de réseau personnel. Comme ça, vous recroisez un peu tout ça. Mais tout marche. La partie téléphone, comme dit, moi, je trouve ça trop intrusif, en fait, d'appeler des gens que vous connaissez pas directement, à moins que ce soit des gens qui soient vraiment inscrits sur un outil ou un site pour être appelés pour ce genre de choses. C'est quand même bien de laisser le choix aux gens de cliquer sur un questionnaire ou de venir vous parler dans la rue. Sinon, ça va peut-être créer des tensions par rapport à ça. Pour cette question, on abordera. Je pense que ça dépend aussi en partie de à quel stade vous en êtes dans votre projet, mais on reviendra plus en détail dessus sur le webinaire de demain soir à 18h.
avec une personne d'impact positif qui va vous détailler notamment les questionnaires qualitatifs sur le format papier et interroger des personnes dans la rue. Il y aura plein, enfin, ce sera vraiment la thématique centrale du webinaire de demain, si jamais. Ça, c'est très bien parce que bien construire un questionnaire, c'est déjà le début de comment vous allez avoir des retours sur votre projet, quoi. Bien le tourner, bien recentrer les questions. C'est vachement bien qu'il y ait un webinaire là-dessus, en tout cas. Merci beaucoup. Parce que c'est un sujet, franchement, quand tu dois le faire la première fois, tu es là à dire je mets quoi comme question est-ce que je demande ça? Est-ce que je demande ça? Enfin, non, c'est bien. Une question de Pascal. Auriez-vous un conseil ou une astuce pour trouver un local? Faut-il s'adresser à la mairie, à une agence immobilière? Bonne question. Alors nous, l'astuce qu'on a eue, c'est que en gagnant le Startup Weekend 2018, on est rentré en incubation chez Semia. Donc l'incubation, c'est rentrer dans une structure, qui soit une entreprise ou une association, qui va être là pour héberger des projets et aider des projets à se développer. Semia, c'est une structure publique financée par la région. C'est assez compliqué d'y rentrer parce que même après le Startup Weekend, on a dû faire une période de pré-incubation, des jurys et compagnie. Mais une fois que vous rentrez dedans, vous avez accès à des coachs, un peu comme sur un Startup Weekend, mais de façon continue sur 1 ou 2 ans, à des coachs, à des accompagnateurs, à des personnes spécialisées dans certains domaines. Et souvent, les incubateurs ont des locaux à louer qui ont des tarifs préférentiels pour les startups et surtout qui n'ont pas des bails sur 10 ou 20 ans avec trop de conditions. Là, c'est vraiment mis à disposition au prix du mètre carré de base et vous partez quand vous voulez, quoi. Donc ça, c'est une solution. Après, pour avoir des locaux, très souvent, les entrepreneurs commencent chez eux, hein. Vous bricolez un petit bureau chez vous. Parfois, ça peut être intéressant de déménager. Si vous êtes sûr de vouloir lancer votre projet et qu'il vous faut absolument un bureau, vous changez d'appartement. Vous allez peut-être payer 150 ou 200 euros de plus par mois, mais vous allez avoir une pièce en plus pour vous mettre un vrai bureau. Et en plus, vous pouvez déclarer ça sur la société. Donc, en gros, déclarer comme quoi une partie de votre logement est un espace professionnel et donc passer ça en note de frais. Et sinon, après, la location de locaux. Le plus intéressant pour démarrer, c'est les espaces de coworking. Il y en a beaucoup. Et en gros, c'est des espaces où vous allez louer soit un bureau, mais plus souvent un emplacement. Donc, c'est-à-dire un bureau dans une pièce avec d'autres personnes qui vont travailler autour de vous. Et ça vous permet d'avoir votre bureau, d'avoir un casier fermé, une connexion Internet, une imprimante et un endroit professionnel où vous travaillez. Souvent, vous avez des salles de réunion que vous pouvez réserver pour faire des rendez-vous. Donc, voilà, c'est souvent la bonne solution pour un truc pas trop cher. Et surtout quand vous êtes un ou deux, c'est mieux que de prendre tout de suite des bureaux, quoi. Pascal, Pascal demandait pour des magasins et des showrooms. Ça là-dessus, je peux pas aider. Nous, on a jamais eu ce problème-là, donc je vais pas m'exprimer sur quelque chose que je connais pas. je pense que certains coachs samedi pourraient avoir d'autres réponses à ce sujet. On pourra si vous avez prévu de participer je pense que c'est Adrien parlait de Semia, c'est David Lichelet de Semia qui va animer le webinaire de jeudi. Donc si jamais vous avez des questions particulières, il aura aussi d'autres informations. Certainement, ce sera possible de reposer des questions. Ce que j'ai pas d'idée là forcément tout à fait adaptée à la vente de cycles. Mais le conseil que je donnerais, c'est d'essayer de. Du coup, Julie dit il existe des pépinières d'entreprises qui accueillent les entreprises juste créées. Je ne sais pas si ça correspond ça pour les locaux commerciaux, mais en tout cas, l'état d'esprit, à mon avis, à encourager, c'est le côté flexible. On a déjà vu sur Mulhouse et sur des projets qui ont participé à des Startup Weekend, des projets se planter aussi parce qu'ils prenaient trop tôt des locaux totalement à leur charge. Et si vous arrivez à trouver, ne serait-ce que quitte à faire un partenariat avec quelqu'un qui a déjà un showroom ou un espace et qui peut vous laisser une petite partie pour tester votre activité, tester des premières ventes, si vous arrivez à trouver ce type d'arrangement pour commencer à tester votre activité avant de vous engager sur un bail ou sur des frais comme ça, voilà, je pense que c'est un peu l'état d'esprit à rechercher. Ouais, clairement. Et du coup, je remonte. Natacha demande, conseillez-vous les BNI pour rencontrer des entrepreneurs? Alors, oui, ça a l'air intéressant. Alors, pour ceux qui connaissent pas, les BNI, c'est des sortes de clubs d'entrepreneurs ou en tout cas de métiers où vous allez avoir plein de personnes de métiers différents, donc des comptables, des avocats, des maçons, des entrepreneurs. Les BNI, alors ça a l'air pas mal. On m'avait invité pour des BNI. Moi, j'y suis pas
aller parce qu'en fait, c'est des réunions qui se font très souvent à 7h30 le matin. C'est pas toujours, ça coïncide pas toujours avec les emplois du temps. Ça a l'air pas mal, mais comme dit, moi, j'ai pas la possibilité, en tout cas, de me libérer une ou deux fois par semaine, ou je crois que c'est une fois toutes les 2 semaines, le jeudi matin à 7h30, sachant que je suis la moitié du temps en déplacement et voilà, et que du coup, quand je me lève à 5 ou 6 heures, c'est pour travailler sur mon projet, plutôt qu'aller prendre des petits déj avec comme ça, où je suis pas sûr qu'il va y avoir un vrai retour. Même si je pense que ça peut être très intéressant, je trouve que le format, en tout cas, est pas trop adapté à tout le monde. Et le concept est bien, parce que le but des BNI, c'est il y ait une personne par spécialisation, par métier, sans qu'il y ait de concurrence. Mais voilà, après, c'est vraiment si vous avez la possibilité, vous, de coller un peu à ce modèle-là, quoi. Ouais, comme disait Julie, c'est contraignant, ça peut apporter des clients. C'est intéressant, en fait, pour des échanges de business. Si, par exemple, une personne dans le BNI et je sais pas, avocat et qu'il a un client qui recherche un agent immobilier, bah, il va revendre, enfin, il va filer le contact à l'agent immobilier de son BNI, quoi. C'est un peu ça le concept. Mais comme dit, bon, je préfère faire des événements avec la CCI ou la ville de Strasbourg, où il y a 300 personnes d'un coup. On peut targeter tout de suite les personnes qui nous intéressent et voilà, quoi. Comme je dis, c'est moins contraignant. Alors, la question sur votre idée précise, je préfère la laisser de côté pour le moment, soit pour la garder à la fin s'il reste du temps, mais parce que je pense que ça va être compliqué de répondre. Enfin, à mon avis, on va vous demander des précisions sur le concept et du coup, je vous encourage là plutôt à vous, si c'est pas déjà fait, à vous inscrire pour samedi. Vous aurez là 40-45 minutes avec peut-être Adrien en direct pour lui poser cette question, mais ou sinon à échanger dans Discord avec nous. Mais je préfère pour le moment passer aux questions plus générales plutôt qu'une question sur un projet en particulier. Anna demande quel conseil pouvez-vous quel conseil pouvez-vous nous donner pour mieux réussir son projet? Alors du coup, je pense que tu as déjà donné pas mal de choses, mais peut-être si tu peux nous faire un résumé du top 3 des conseils encore. Bah, le top 3, ça va être trouver une problématique plutôt qu'une idée. Donc, trouver un problème que les gens ont au quotidien plutôt que de se dire j'ai trouvé une idée géniale et les gens vont l'adorer. Parce que la problématique va vous amener des idées géniales qui vont évoluer. Tout de suite aller vers du client, tout de suite aller parler aux gens qui vont être touchés par votre problématique et qui vont potentiellement être vos futurs clients, donc payer pour ça. Et puis après, s'entourer des bonnes personnes, savoir déléguer et toujours rester très humain et être un bon manager, un bon leader avec les équipes que vous allez avoir. Et même pour vous personnellement, puisque le bien-être personnel est hyper important pour gagner en efficacité. Et ça, je pense que de nos jours, on est à peine en train de s'en rendre compte. Comme quoi, faire badger les gens à l'entrée et à la sortie de l'entreprise, les forcer à faire des boulots qu'ils aiment pas et tout ça, et pas mettre de salle de pause, au final, c'est pas top pour la productivité et c'est plus intéressant de rendre les gens heureux pour qu'ils aient envie de travailler plutôt que de les forcer à bosser, quoi. Voilà, si je pouvais résumer ça. Alors, j'en profite pour demander alors je ne sais pas quel est le nom, je ne veux pas écorcher, mais Medina verra si sur vos questions on a bien répondu ou pas. Amir demande est-ce que le business plan est indispensable pour présenter une nouvelle idée? Alors oui et non. En fait, ce qu'on appelle un business plan, du coup, c'est un document qui va rassembler la plupart des éléments du projet. En général, c'est un gros document où il y a une partie financière, où il y a une partie technique, où il y a une partie, on va dire, étude de marché. Enfin, vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez dedans. Le but, c'est que ce soit fourni et que ça résume un peu tous les éléments que vous avez pour bien comprendre le projet. Alors, au-delà d'un business plan, qui est important à faire et qui se construit vraiment sur toute la vie du projet, et il y a plein d'outils gratuits sur Internet, notamment Montpellier Business Plan, qui est pas mal. C'est plutôt que tout de suite essayer de faire un gros document comme ça, que les gens vont pas forcément lire parce qu'il y a que les gens qui sont genre les banquiers et tout, qui ont vraiment le temps, qui vont les lire. C'est bien de faire ce qu'on appelle un one-pager, two-pager. En fait, c'est un document de 1 ou 2 pages, 3 pages maximum, qui va résumer tous les points importants du projet. Et c'est-à-dire que c'est quelque chose de simple, qui est facile à lire et qui va tout de suite donner toutes les infos dessus. C'est-à-dire qu'il va y avoir le mieux en plus, c'est de le faire avec éventuellement des petites infographies et pas trop de texte pour que ce soit quand même visuel. Et ce document-là, vous allez avoir une petite ligne avec marqué le marché des harnais pour chats, c'est tant et tant de millions et machin. Notre étude de marché, c'est 90% de personnes satisfaites de notre idée. Lors des tests, c'est 85% des tests concluants.
Après, vous allez avoir une ligne en dessous en mode notre budget, 50 000 euros de départ, voilà, 300 000 euros de prévisionnel, de revenus prévisionnels la première année, 1 million la deuxième. Que des petites infos à droite à gauche, mais ou en survolant le tout. Et bien sûr, au début, un descriptif du projet avec un petit plan technique ou un truc comme ça. Mais sur une ou deux pages, la personne, elle va la prendre, ça va lui prendre 2 minutes, elle va le faire tac, tac. OK, ça le fait. Et vous avez toutes les, elle va se dire, bah voilà, ils ont toutes les infos, ils ont bien compris le marché, ils ont bien compris la problématique, et voilà. Donc, c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, d'abord d'avoir ce document-là qui est facile à lire et que tout le monde peut comprendre, plutôt que de tout de suite faire un énorme business plan. Les gens vont le voir et ils vont voir qu'il y a 80 pages et avec des graphiques et compagnie, et ils vont pas, ils vont pas se plonger dedans, quoi. On te demande si tu peux redire le nom du document de 3 pages. Ouais, c'est de l'anglais, c'est one pager, two pager. En fait, il n'y a pas vraiment de. Enfin, vous pouvez trouver des modèles sur Internet, mais c'est vraiment vous qui allez le construire en fonction de votre projet. Si par exemple vous faites un projet dans la crypto-monnaie et les finances, ça va être un truc très carré. Il faudra beaucoup d'infos un peu tech et tout ça. Si vous faites un projet un peu fun de reforestation ou de harnais pour chat, là tout de suite, ce sera un truc plus visuel, plus graphique, avec quelque chose de plus léger. Donc voilà, vous pouvez chercher des exemples sur Internet, vous allez en trouver plein, et vous allez avoir plein d'idées de modèles qui peuvent coller un peu ce que vous voulez, quoi. Tu avais donné un nom de site ou quelque chose comme ça pour aller chercher un template ou pas? Franchement, sur Pinterest, il y en a pas mal. Et après, vous cherchez one pager ou two pager sur Google avec exemple, template ou quoi, vous allez forcément trouver un max de choses. Genre là, j'ai fait une recherche en 2 secondes sur Pinterest, j'ai une page complète où il y a plein d'exemples qui sont très très bien. Et en fait, ça peut être, ce qui est bien, c'est que ça peut être pour des projets startup, ça peut être pour plein de trucs. Vous partez en week-end avec des copains, vous pouvez faire un one-pager pour résumer le week-end. En mode, le week-end, le thème, c'est ça, il y aura ça, il faut prévoir tant de budget, il y a tant d'heures de route pour aller à cet endroit-là, l'adresse, c'est ça, et il y aura tant de personnes. Et puis voilà, c'est juste un résumé simple, rapide, facile à lire et à comprendre de quelque chose, d'un projet. Lucie dit en gros, c'est un dossier de com. Et pas vraiment, parce qu'un dossier de com, c'est encore différent, parce que un dossier de com, ça doit inclure des textes qui peuvent être copiés-collés par des journalistes pour gagner du temps. Ça inclut vraiment toute la partie communication avec les éléments. En fait, le dossier de com, il est surtout basé sur les éléments marketing et communication et technique, alors que le one-pager, two-pager, ça va vraiment parler vous allez parler un peu du marché, vous allez parler un peu de votre budget, vous allez parler un peu de vos études de marché. Tous ces trucs-là, dans un dossier de com, ça n'a rien à faire dedans. Là, le one-pager, two-pager, dans le cas d'une startup ou d'un projet, ça résume vraiment toutes les grandes lignes de ça. Un truc tout bête, vous prenez un exemple de plan, de business plan, genre sur Montpellier Business Plan ou CCI Business Builder. Vous prenez un exemple de plan, de business plan, et vous allez voir, vous allez avoir plein de trucs, genre plan financier, études de marché et tout ça. Et vous vous dites que tous ces éléments-là, il faut qu'à un moment ou un autre, ils apparaissent, enfin, une partie en tout cas, dans le one-pager, two-pager, et qu'ils apparaissent de façon très simple, très synthétique et très concrète pour que ça tienne sur une ou deux pages et pour que ça résume en fait l'équivalent d'un business plan sur 2 pages, quoi. Alors, Morgane demande, la pépinière m'a conseillé de creuser le statut d'association pour tester et développer mon idée dans la restauration et de me concentrer sur des événements ponctuels plutôt que d'investir trop de temps et d'argent, entre parenthèses, local, employé, etc. Qu'en pensez-vous? Alors, le statut association, c'est une fausse bonne idée, je trouve, parce que c'est très compliqué de passer d'un statut association à entreprise. Du coup, c'est pas forcément très conseillé de commencer tout de suite comme ça. Après, ce qui peut être intéressant si vous faites de la restauration, par exemple, c'est plutôt de prendre un statut d'auto-entrepreneur. Ça coûte rien du tout à créer, c'est fait en 2 secondes sur Internet. Vous avez des impôts que sur ce que vous gagnez, donc vous pouvez avoir un statut et rien en faire. Et ça vous permet déjà d'avoir un statut professionnel pour faire des factures, acheter à des pros, faire une carte chez Métro pour aller acheter de la matière première. Et après, du coup, au niveau de l'investissement, ça dépend ce que vous allez faire si c'est de la restauration. Mais si vous pouvez commencer chez vous et avec le minimum possible de frais fixes, vous prenez un stagiaire, vous adaptez un peu votre garage, votre cuisine ou un coin de votre maison pour ça, et vous testez votre idée comme ça. Pareil, dans la restauration, là, j'ai une amie qui se lance, entre guillemets, un peu en pâtissière. Elle a fait quelques cours de cuisine, des choses comme ça. Elle a fait quelques gâteaux, elle a mis ça sur Internet. De fil en aiguille, des gens lui ont demandé si elle pouvait en faire pour des événements. Et en fait, avant même d'avoir un statut pro, elle faisait des gâteaux, elle se fait payer au black
et déjà des belles sommes pour ça. Et donc, elle teste son savoir-faire, elle teste son marché, son business model. Et là, elle sait que en un mois, elle peut rentrer, allez, maximum 2500 euros si elle bosse tous les jours comme ça. Donc, si elle prend un apprenti ou un employé ou un stagiaire, elle va booster ce chiffre à je sais pas, 4 5 000 euros, etc. Et du coup, avant même de créer un statut ou n'importe quoi d'autre, elle a juste dépanné des copains qui voulaient des gâteaux et elle sait que son business va être rentable si elle développe ça dans ce sens-là, quoi. Donc, n'ayez pas trop l'espèce de fibre de se dire, ouais, il faut que je crée une entreprise, il faut que je recrute, il faut que j'investisse, il faut que je… Non, vous êtes chez vous, vous testez votre truc. C'est ce que j'ai fait moi avec la photo, hein. Je prenais des photos de copains, je dépannais des amis là-dessus. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, je connais machin à qui vous avez fait les photos, qui m'a dit que vous étiez pas dégueu. Ça vous dit un mariage, payer 500 euros les 3 heures. Je me suis dit, allez, go. En fait, je vais faire ça le week-end. C'est pas dégueu. Peut-être qu'au bout d'un moment, je me mettrai en statut professionnel et j'arrêterai de me faire payer de main dans la main parce que je le fais 1 ou 2 fois dans le mois et que j'en ferai une autre activité à côté. Mais ne cherchez pas tout de suite à commencer de façon trop professionnelle. Tester son idée, ça implique pas d'avoir des milliers d'argent qui transitent. Vous avez le droit de faire un peu de commerce entre guillemets au black si c'est pour vendre 3 gâteaux dans le mois ou de faire un shooting photo de temps en temps, quoi. Morgane, est-ce que ça répond bien à la question? Alors, moi, j'aurais une question, mais comme j'avais promis à Joe Oh, pardon. Non, mais sûrement en plus. De peut-être revenir sur sa question si jamais il nous restait du temps. Joe, si vous êtes encore connecté, ça peut peut-être être un bon exemple aussi pour d'autres personnes. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour peut-être présenter votre idée rapidement? Je vérifie, je sais que tout à l'heure il était encore connecté. Peut-être qu'il n'est plus. Si jamais dans le chat, j'ai mis un lien Pinterest avec des petits exemples et il y a Fanny qui a mis un lien Extenso pour le one-pager aussi. N'hésitez pas à regarder et puis à vous inspirer un peu de tout ça, quoi. Ouais, ok. Alors, Joe est parti. Donc, moi, j'avais une question. Parce que donc, du coup, pour être passé par là, je trouve que c'est pas forcément évident d'appliquer tout ça quand tu montes ton projet. Sur New, parce que c'est. Alors, je sais pas, est-ce que New, j'ai l'impression que c'est ton plus gros succès, mais peut-être que j'ai loupé une histoire à côté. Pour l'instant, New, c'est le plus gros, c'est la plus grosse montée en ce moment, ouais. Alors, je te laisserai, je crois que tu l'as dit, mais peut-être redire quel est le concept. Moi, je voudrais bien savoir, quand tu as eu l'idée, est-ce que tu as réussi à tester très rapidement et comment ça s'est passé? Est-ce que tu as des petites anecdotes utiles à partager là-dessus? Oui, bien sûr. Du coup, alors pour résumer, New, c'est la première société que j'ai montée, qui est une société de crème solaire écologique, où on développe, on fait de l'innovation en solaire. En fait, on veut être vraiment un futur leader du solaire écologique. Et donc, on cherche à développer des crèmes solaires qui soient les moins impactantes possibles sur la santé et sur l'environnement, tout en gardant le confort d'utilisation d'une crème solaire classique. Parce que les crèmes solaires minérales sans nanoparticules, donc ce qu'on fait nous, il y en a d'autres sur le marché, mais qui sont souvent très très chiantes à utiliser, qui sont blanches, qui collent, qui sont plates, qui sont presque à aspect un peu plâtre. Et donc nous, on cherche à faire des crèmes qui soient très sensorielles, très agréables à utiliser, pas de traces, waterproof, des très hautes protections, pour vraiment rendre les produits sains et écologiques équivalents, voire supérieurs à des produits classiques, quoi. Et du coup, sur New, comment on a fait ça au début? En fait, on a sur ce projet-là, la chance entre guillemets qu'on a eue, c'est qu'il y avait un appel du marché. La problématique qu'on a identifiée, comme dit, je suis plongeur apnéiste, donc déjà les crèmes solaires, forcément, ça me touche beaucoup. Et c'était pas très compliqué quand tu es dans ce milieu-là d'écouter un peu ce que les gens racontaient, d'appeler des clubs de plongée, de parler à des groupes d'amis ou autres pour se rendre compte que tout le monde attendait un produit comme ça et que tout le monde était hyper conscient au niveau environnemental dans tout ce qui était milieu aquatique et attendait des produits plus sains et surtout plus agréables à utiliser, parce que c'était ça un peu la double problématique que nous on avait, c'est apporter une solution écologique et sanitaire aux personnes qui sont sportifs marins mais qui eux s'en foutent que d'être blancs, qui veulent juste pas défoncer les coraux et les milieux marins. Et d'un autre côté, le grand public qui est de plus en plus sensibilisé, mais qui, lui, ne va certainement pas acheter une crème pâteuse et toute blanche parce que les gens veulent être beaux et bien présentés sur la plage pour des photos Instagram. Donc, du coup, il faut un produit qui réponde aux habitudes de consommation et aux valeurs environnementales des gens. Et du coup, on a fait une étude de marché, on a questionné beaucoup de gens, on a fait pas mal de tests produits, on a fait ce qu'on appelle des focus group, donc c'est des tests à l'aveugle avec des consommateurs. Et de fil en aiguille, on a eu cette première version du produit qui était prête.
comme dit, qu'on pense qui pour nous, dans tous les cas, n'était pas parfaite, mais qu'on a quand même lancé sur le marché parce qu'elle était, en tout cas, très bien reçue et qu'on savait qu'on allait l'améliorer et que c'est les gens qui allaient nous aider à l'améliorer. Et donc maintenant, on a une bonne communauté d'ambassadeurs qui nous font souvent des retours, qui sont hyper bienveillants. Un truc que moi, j'aime beaucoup faire, c'est quand on reçoit un mail incendiaire de quelqu'un qui vient nous dire « Ouais, c'est nul, votre projet, moi, j'y crois pas, les engagements environnementaux, c'est du flan, et tout ça », c'est des gens à qui j'adore écrire pour dire « Bah, venez, on s'appelle, je vous raconte tout, et puis s'il y a des trucs qui vous paraissent pas cool ou quoi, vous me dites, moi, je note, et puis on va s'améliorer ». Et en général, les gens sont hyper réceptifs à ça. Et pour moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à arrêter de me braquer quand les gens remettaient ce que je faisais en question, mais plutôt d'écouter et d'essayer de prendre ce qu'il y avait d'important dedans. Faut pas tout prendre des critiques, faut trier, mais il faut toutes les écouter en tout cas. Et puis après, voilà, pour développer le projet, comme dit, j'ai fait un peu tout ce que j'ai appliqué. Enfin, j'ai appliqué tout ce que j'ai fait un peu là. Voilà, faire les retours terrain, marché, expérimentation. Après un petit dossier one-pager, on a fait aussi un business plan quand on a commencé à aller chercher de l'argent auprès des banques. Et voilà, et puis de fil en aiguille, on a pris l'agence presse pour faire la partie communication. Et de fil en aiguille, le projet s'est lancé. Nous, comme c'était un produit physique, c'était plutôt pas mal de le lancer en crowdfunding. Donc, on s'est lancé sur la plateforme Ulule, ce qui est pas mal parce que ça fait rentrer un peu d'argent avant même de lancer le projet. Et puis voilà, et puis du coup, ça a été la grosse montée cet été. Et cette année, on va faire peut-être un x5 sur notre chiffre d'affaires de l'année dernière. Donc ouais, actuellement, c'est le projet qui monte le plus par rapport aux autres. Ouais. L'interview sur M6, j'ai plus le nom de l'émission. C'est quoi? Voulez-vous être mon associé? C'est qui veut être mon associé, ouais. C'est ça. Ça vous a aussi pas mal boosté ou? Ça a été alors ouais, bah la télé en fait c'est un petit objet dans la maison des gens qui coupe leur cerveau et qui les rend complètement malléables. Et je vais citer l'ancien patron de TF1 qui disait comme quoi le métier de TF1, c'est de vendre du temps de cerveau disponible aux annonceurs et de créer les programmes les plus adaptés pour que les gens soient réceptifs à la publicité. C'est exactement ça. Les gens, quand ils sont devant leur télé, ils réfléchissent plus beaucoup. C'est des choses qui sont globalement pas mal abrutissantes. C'est pour ça que moi, j'ai pas de télé chez moi, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse, et les quelques trucs qui m'intéressent, je les trouve en replay. Et du coup, passer dans une émission comme ça, et encore, c'est une émission qui est quand même vraiment bien par rapport à ce qu'on peut trouver en général comme programme, parce que ça parle d'entrepreneuriat et de jeunes entrepreneurs français. Passer dans une émission comme ça, c'est incroyable, comme les gens ont des pulsions d'achat et des pulsions je sais pas, de vouloir bosser avec toi ou quoi. Ça nous a fait une notoriété de malade. On a fait presque 100 000 visites sur le site pendant l'émission, alors qu'on est passé pendant 10 minutes. On a fait un chiffre de malade sur les 2 jours qui ont suivi. Et là, encore plusieurs mois après, on a encore des sollicitations de partenariats, de distributeurs ou quoi, liées à l'émission. C'est la télé a un pouvoir de malade là-dessus. Je critique beaucoup la télé, mais sans la télé, il y a beaucoup de choses qui pourraient pas se passer pour des entrepreneurs comme moi. Et c'est juste que je trouve ça un peu dommage que une bonne partie des programmes proposés soient quand même hyper abrutissants. Et que s'il y avait plus de programmes comme Qui veut être mon associé, ça motiverait peut-être plus les gens à se challenger et ça leur montrerait plus que qu'ils peuvent sortir de leur quotidien, entreprendre et que c'est pas des gosses de riches ou des Bill Gates ou je ne sais quoi qui réussissent après avoir fait des énormes écoles de commerce. C'est des personnes du quotidien qui un jour ont eu une idée, ont eu une ambition, se sont lancées et ont terminé avec leur entreprise et avec des beaux petits succès comme ce qu'on a pu voir dans l'émission. Super, merci beaucoup. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont une dernière question à poser? Si on n'a pas totalement répondu à des questions que vous avez posées, n'hésitez pas pour nous repréciser ce que vous vouliez savoir et que vous n'avez pas pu avoir comme information. En attendant, alors peut-être pour le mot de la fin, un truc qu'on n'a peut-être pas beaucoup évoqué. Alors, je sais pas toi, mais est-ce que ça a été des succès tout de suite, la création d'entreprise, ou est-ce que tu es passé aussi par des échecs avant? Et est-ce qu'il y a un petit mot à dire sur peut-être la peur de l'échec et la probabilité de peut-être passer par là quand même avant de connaître un beau succès? Ouais, bien sûr. Bah, le concept est le même que quand tu as ton idée de départ et que tu vas la challenger auprès des gens pour la faire évoluer. Il faut se planter. On a une culture de l'échec en France qui est désastreuse, où redoubler c'est quelque chose d'horrible, ou se planter sur quelque chose c'est quelque chose d'ultra de horrible et de honteux. Je trouve que c'est vraiment pas une bonne chose parce qu'il faut se planter pour avancer, il faut faire des erreurs, il faut se remettre en question. Et j'ai fait des erreurs, j'ai monté plusieurs petits business dans ma vie, je bricolais des mobylettes à 15 ans pour me payer mes études, je suis passé sur des motos, des voitures, j'ai fait plein de petites activités à droite à gauche.
je me suis planté sur plein de trucs, j'ai perdu de l'argent assez souvent sur des trucs. Et c'est comme ça que j'ai appris. Mais si je m'étais pas lancé et si j'étais pas allé tester un peu ce genre d'idée, bah, j'aurais jamais appris ce qui m'a permis de réussir aujourd'hui. Et c'est tous ces petits échecs qui ont fait que j'ai pu réussir. Avant de lancer New, j'ai fait 6 mois dans le digital. J'avais commencé à développer une appli. J'avais plein d'insights et d'idées là-dessus. Et au bout de 6 mois, je me suis dit non, stop, je fais fausse route. C'est pas mon domaine, c'est pas mes valeurs, c'est saturé comme marché. Donc je vais pas me lancer là-dedans et je vais faire quelque chose qui correspond à mes valeurs personnelles. Et c'est là où je me suis dit, bah, la crème solaire, c'est quelque chose qui peut me faire gagner de l'argent et me faire agir pour l'environnement dans le sens de mes propres valeurs. Mais il y a eu plein d'échecs avant ça. Et même sur la crème solaire, on a eu plein d'échecs. On a une banque qui nous a claqué la porte au nez alors dans un moment critique, on avait énormément besoin de fonds. On a été refusé par certains gros groupes à l'époque avec qui on voulait travailler. Enfin, il s'est passé plein de trucs qui ont été à la base des énormes claques. Et en se remettant en question et en restant actif et en allant de l'avant, bah, ça a apporté à chaque fois, mais 10 fois plus que ce qu'on pensait espérer. Les groupes bio qui nous avaient fermé la porte à l'époque parce qu'on n'était pas assez compétitif sur les marges, ça nous a amené vers des groupes pharmaceutiques où maintenant on va être dans la moitié des pharmacies de France et les marges sont plus intéressantes. C'est beaucoup plus intéressant au niveau du consommateur parce que bah, voilà, de la crème solaire en pharmacie, c'est plus rassurant que chez Naturalia. Enfin, les banques, pareil, on a pu trouver une super banque parce que la première nous a claqué le nez, l'a claqué la porte au nez. Enfin, il faut se planter, il faut aller de l'avant, il faut prendre des risques et c'est ça qui va faire que à force de trébucher 50 fois, bah, la 51e fois, ça va être la bonne et vous allez faire un salto et, et avoir l'impression d'avoir appris le truc de votre vie, quoi. Ok, merci beaucoup. Moi, je crois que je suis un peu à... Enfin, j'aurais plein d'autres questions, mais comme on avait dit qu'on voulait pas que ce soit trop long, on va peut-être s'arrêter là. Est-ce que tu veux finir sur... Ah, Natacha, question, comment trouver des associés? Grosse question, ça. J'ai une amie qui est en plein dedans là en ce moment. Les startup week-ends, c'est très bien pour trouver des associés, franchement, parce que c'est un contexte dans lequel vous allez voir les gens sous leur vrai visage, avec le stress, avec la pression, avec le challenge. Vous allez voir comment les gens réagissent face à ça et créer des affinités très fortes. Et après, il y a plusieurs possibilités. Soit vous prenez quelqu'un que vous connaissez déjà beaucoup, des amis d'enfance ou des personnes très proches, mais il y a un risque que, et ça m'est arrivé aussi, ça fait partie de mes échecs, que quelqu'un à qui vous allez vous associer, que vous connaissez par cœur, qui pour vous est une personne géniale, vous êtes trop connecté, au moment où il y a 1 euro en jeu et où il commence à y avoir des intérêts financiers, des intérêts d'image, des intérêts d'ego, ça pète et ça peut être très décevant et vous pouvez perdre des gens, mais souvent, bah, il fallait faire ça pour s'en rendre compte. Et des fois, il faut simplement bah, se tourner vers des gens que vous connaissez pas, mais avec qui vous avez un déclic, une affinité. Sur la deuxième société qu'on a montée, ça a été ça avec mon associé. On s'est associé à 2 autres personnes qui, à la base, sont designers et avec qui ça a été un coup de foudre entrepreneurial de malade et avec qui maintenant on est ultra proche. On se connaît par cœur. On n'a aucun problème d'ego, de quoi que ce soit. Enfin, ça marche hyper bien et ça a été vraiment le coup de foudre là-dessus où c'était une évidence. Donc, il faut pas désespérer. Parfois, il vaut mieux commencer seul que de se précipiter à prendre un associé. Et voilà. Et puis, par la suite, ça viendra. Si vous n'avez pas déjà de base quelqu'un, c'est parfois mieux de commencer seul et de s'associer par la suite, quoi. Natacha disait un peu super, mais on est en Startup Week, 3 petits points. C'est un contexte différent d'un startup week-end classique. Le fait qu'il n'y ait pas d'équipe ou quoi, c'est sûr que c'est. Après, rien n'empêche pendant ce startup week-end-là de bien vous tenir au courant des autres projets. Et si ça se trouve, le projet que vous allez faire vous, ça va être un projet qui vous tient à cœur, mais sans plus, où vous dites, bah, je le fais juste pour faire un startup week-end. Mais dans l'eau, vous allez vous rendre compte qu'il y a un mec ou une nana qui a créé un projet de malade qui correspond à fond à ce que vous aimeriez faire. Et vous allez parler à cette personne, ça va matcher et ce sera parti, quoi. Donc, voilà, il ne faut pas désespérer. Oui, Natacha dit j'attends le coup de foudre, merci. C'est vrai que dans l'entrepreneuriat, ce que j'ai beaucoup entendu aussi, c'est qu'une association, c'est comme un mariage. Il vaut mieux Un mariage. Non, mais c'est ça, tu t'associes pas avec n'importe qui que tu viens de rencontrer, quoi. Un peu comme c'est un engagement presque aussi, voire pour certains plus engageant et avec plus d'enjeux qu'un mariage presque. Ouais. D'ailleurs, je place un petit truc ici. Gardez ça dans un coin de votre tête pour le jour où vous allez créer votre boîte avec votre associé. Faites un pacte associé. Faites pas seulement des statuts de société. Faites un pacte associé qui est un document qui est anonyme, enfin qui est confidentiel et en fait qui va reprendre un peu toutes les situations qui pourraient bloquer complètement la société et trouver des portes de sortie. Si par exemple vous êtes
en blocage avec votre associé sur une prise de décision, que personne veut céder, que votre associé pète un câble et se barre à l'étranger en mode bah écoute, je plante tout et tu te démerdes, vous sortez votre pacte associé que vous avez fait avec votre avocat à la base et il y aura une ligne avec marqué si l'un des associés refuse de travailler pendant un mois sur le projet, il peut être considéré comme un mec qui abandonne et vous récupérez ses parts au prix coûtant et c'est vous qui prenez les décisions. C'est que des trucs comme ça qui vous permettent vraiment de vous protéger en cas de problème, quoi. Mais il faut du coup être très en confiance avec la personne et se poser devant un avocat et dire voilà, si on a envie de s'entretuer, qu'est-ce qu'on fait? Et à partir du moment où vous faites ce document-là, il y aura plus de problème, plus jamais de blocage. Et même si ça plante avec votre associé, il y aura des portes de sortie, quoi. Alors, je réponds rapidement à la question âge limite pour participer à un Startup Weekend. Je crois qu'à Mulhouse, le maximum qu'on a fait, ça devait être 70 ans. Je sais, j'ai un petit doute, mais Il n'y a pas de limite de toute façon pour un Startup Weekend. c'est ça. Et alors, franchement, il y a des états d'esprit différents selon les Startup Weekends, selon là où ils sont organisés. Mais n'ayez pas peur, même si vous retrouvez dans un Startup Weekend très jeune et étudiant, c'est toujours des très bonnes opportunités. Et malheureusement, malheureusement ou heureusement, le profil exact des personnes qui vont être à ce Startup Weekend-là, vous le saurez qu'en arrivant le vendredi soir. Ouais. Alors, j'espère que je n'ai pas loupé de questions entre-temps. Celle sur le binôme entrepreneurial, celle ouais, d'après. c'est ça. Celle-là, hyper intéressante. Comment tester un binôme entrepreneurial? Là, tout de suite, les deux trucs qui me viennent en tête, c'est tester la réaction face à la finance et tester la réaction face à la pression. Et pour ces deux trucs-là, là, tout de suite, les deux trucs qui me viendraient en tête, c'est avec votre associé, avant de créer la boîte ou quoi que ce soit, vous étudiez par exemple les crypto-monnaies, le Bitcoin et tout ça. Vous étudiez ça chacun ensemble ou de votre côté. Vous décidez ensemble d'une somme à investir, il faut quand même que ce soit une somme un peu conséquente. Vous investissez cette somme sur des crypto-monnaies que vous avez choisies et vous décidez ensemble de quand est-ce que vous allez récupérer votre gain en fonction de la fluctuation du marché. Est-ce que vous allez attendre de faire plus de bénéfices mais avec le risque que ça crache? Est-ce que si ça commence à trop cracher, vous récupérez votre argent pour sauver les meubles? Le fait d'avoir de l'investissement en jeu et de devoir prendre des décisions stratégiques ensemble face à des décisions qui sont aléatoires et que vous ne pouvez pas contrôler, c'est exactement ce que vous allez vivre au quotidien avec votre société. Et si, avec votre associé, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur on revend nos bitcoins maintenant parce qu'on s'est fait 10% de marge et on ne va pas prendre trop de risques, et l'autre en face dit non, on attend, je veux faire un max de gains et je veux prendre des risques, et que ça commence à friter, vous êtes sûr que ça va merder pour votre boîte. Et quand il y aura 50, 100 000 euros ou 1 million d'euros en jeu, si ça commence à friter comme ça, c'est même pas la peine. Donc ça peut être un bon moyen de tester ça. Et après, sur la partie personnelle et émotionnelle et gérer la pression, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire avec votre associé qui sont importantes, comme par exemple, c'est tout con, partir une semaine en randonnée sauvage. Vous partez une semaine en randonnée sauvage où vous allez devoir dormir en tente au milieu de la nature, vous faire à manger, dormir dans le sac de couchage sous la flotte, choisir où mettre votre tente, choisir dans quelle direction partir, vous occuper de l'autre s'il se fout de la cheville ou je ne sais quoi, supporter la personne pendant une semaine et parler avec elle et n'avoir que cette personne-là en face de vous, c'est hyper important parce que ça, pareil, vous allez le vivre. Si vous avez des semaines de rush, vous allez être enfermé dans un bureau avec votre associé non-stop, à avoir une pression de malade sur vous, à moitié dormir sur le bureau et à pas manger. Enfin, j'exagère, mais c'est presque ça. Donc, c'est une très bonne façon de tester. Faire des choses un peu extrêmes, un peu stressantes, un peu challengeantes avec votre associé, même si ça inclut pas une société ou un projet. Rien que des choses comme ça, un peu sportives, un peu personnelles, c'est un très, très bon moyen de tester votre réaction aux émotions de l'autre, à la pression et votre réaction à l'investissement ensemble. Et si vous passez ces épreuves-là, c'est déjà une très bonne chose et vous êtes déjà sur la bonne voie pour avoir trouvé votre associé. Alors, la question suivante de Marion, faut-il signer un accord de confidentialité pour protéger son idée? Tu veux répondre ou... Non, mais moi je me posais juste la question de est-ce que c'est un accord de confidentialité avec, avec son associé ou est-ce qu'on prend la question, par exemple, vous arrivez dans un startup week-end et vous allez partager votre idée, est-ce que... je vais répondre un peu aux deux. Mm. Quand votre société est créée et que vous êtes en train de bosser sur votre projet, n'importe quelle personne professionnelle à qui vous en parlez, ou même un particulier à qui vous allez parler de points qui peuvent être un peu sensibles, vous signez un accord. Vous préparez avec un avocat des modèles d'accord de confidentialité, vous signez un accord avec n'importe qui, juste pour être tranquille. Ça, c'est du bon sens. Après, protéger son idée, à moins d'avoir une idée que vous voulez absolument breveter, vous avez une vraie technologie et un truc vraiment avancé, mais en général, c'est pas souvent le cas.
il ne faut pas avoir peur de parler de son idée. Parce que la chance que dans les personnes à qui vous en parlez, il y a une personne qui ait autant de temps que vous, le budget, la motivation et l'envie de se lancer dans exactement le même projet, elle est très, très, très faible. Les gens ont trop souvent peur de parler de leur idée et pourtant, c'est en parlant de votre idée que vous allez avoir des retours sur cette idée et que vous allez pouvoir l'améliorer. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Mais si vous voulez vous protéger par rapport à ça, un outil qui est pas mal et qui est vraiment pas cher, alors j'ai plus le nom, ça s'appelle des lettres quelque chose. Il y a des organismes qui permettent de faire ça. En gros, ça se fait en numérique ou en papier. C'est en fait un système qui vous permet, par exemple, en papier, ça va être de prendre une feuille, d'écrire, on est le 16 juin 2020, j'ai pensé à faire des harnais pour chats révolutionnaires avec ce système, vous faites un petit schéma, vous mettez ça dans une enveloppe, vous envoyez ça à une société spécialisée qui, elle, va tamponner et garantir le fait que ça vient de vous à cette date-là. Et si un jour, il y a un mec qui commence à vous faire de l'ombre et à qui vous avez parlé de votre idée et qui veut vous créer de la concurrence, vous pouvez aller devant un juge, sortir ce truc-là, avoir la garantie de l'entreprise qui va dire non, cette personne-là, depuis le 16 juin, elle a, entre guillemets, à moitié déposé cette idée-là et ça va jouer en votre faveur. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus simple et le moins cher que vous pouvez faire. Ça coûte quelques dizaines d'euros si vraiment vous voulez protéger votre idée. Mais n'ayez pas peur d'en parler. Les chances que quelqu'un veuille le faire, puisse le faire et aille se lancer là-dedans en même temps que vous sont faibles. Et franchement, vous allez beaucoup plus avoir de gens qui, au fur et à mesure que vous allez avancer, vont vous dire « j'ai toujours rêvé de faire ce que tu fais, mais j'aurais jamais osé me lancer », plutôt que de gens qui vont se dire « ah tiens, c'est exactement une idée comme ça qu'il me fallait, parce qu'en ce moment, je fais rien de ma vie, j'ai plein d'argent, j'ai plein de temps et je suis passionné par les mêmes trucs ». Ça, c'est les chances sont très, très faibles. On disait par exemple avec son hébergeur ou incubateur, mais du coup je pense que tu as répondu à la question. Et le nom de la lettre, c'est la lettre solo. C'est ça, les lettres solo, c'est ça. Et incubateur et hébergeur, ils sont sous confidentialité. Un avocat, un juriste, une comptable, un hébergeur, un incubateur, un cabinet de propriété intellectuelle, une agence de communication, tous les gens avec qui vous allez bosser, globalement, vous pouvez leur faire signer un contrat en plus, mais il y en a beaucoup qui sont soumis au secret professionnel et avec lesquels vous n'aurez jamais aucun problème. Une manière de reformuler ce que tu disais et ce qu'on dit souvent dans les startup weekends, parce qu'on a beaucoup cette question de je veux pas trop partager mon idée, j'ai peur qu'on me la pique, c'est la probabilité que quelqu'un ait déjà vu votre idée, elle est assez forte, et la probabilité que vous ayez tout de suite la bonne idée qui va fonctionner, elle est assez faible. Ouais. Et du coup, ce qui compte, c'est pas l'idée, c'est la réalisation. Et pour favoriser la réalisation, mieux vaut en parler autour de vous et faire voilà ce qu'Adrien vous conseillait, aller voir des clients potentiels, aller les interroger sur leurs problématiques, plutôt se concentrer sur une problématique dans un premier temps plutôt que l'idée. Et une fois que vous avez l'idée, prototyper et tester rapidement. Et c'est un côté fail fast. C'est le côté aller, comme quand tu disais, aller parler surtout aux personnes à qui l'idée va certainement pas plaire, d'aller chercher les limites et le côté échec de la solution pour vous rendre compte tout de suite des failles auxquelles vous n'avez pas pensé. Un exemple tout bête pour ça, et c'est vrai que tu as carrément raison, c'est ça, c'est que la personne à l'instant T à qui vous allez dire mon idée c'est ça, de faire un harnais pour chat bleu avec du tissu en soie, la personne qui va entendre ça va se dire ouais je vais faire pareil, je vais lui faire concurrence. Le temps qu'elle se mette à bosser dessus et qu'il y a un mois qui passe, vous allez déjà avoir, vous allez déjà aller challenger votre idée 50 fois, la faire évoluer et à la fin votre idée, enfin votre solution ressemblera plus du tout à celle que vous avez dit à la personne parce que vous travaillez sur votre problématique et pas juste en étant bloqué sur une solution. Et au final, vous serez même plus du tout sur le même truc que la personne. Un petit jeu qui est sympa à faire là-dessus et qui permet de s'en rendre compte, c'est si jamais vous êtes en soirée avec des amis, vous prenez, je sais pas, vous mettez en 2 équipes de 3 ou 4 personnes, vous prenez tous des petits papiers et les 2 équipes décident d'une idée. Par exemple, une équipe va dire on va faire j'en sais rien, des appareils photo révolutionnaires et l'autre va dire nous on va faire un restaurant révolutionnaire. Et donc vous partez du principe que tous les 4 dans votre équipe vous partez de cette idée-là et donc vous inventez une solution à cette problématique ou cette idée, une version en fait de cette idée-là. Donc c'est un peu représentatif de quelqu'un en soirée qui vous entend parler de votre idée et qui va se dire ouais je vais le faire aussi. Et en fait vous faites plusieurs tours où à chaque tour un membre de votre équipe va aller parler avec un membre de l'équipe en face et lui demander des retours sur ce que vous avez inventé. Et vous faites ça sur plusieurs tours et à chaque fois en fonction des retours vous refaites une amélioration de ce que vous avez pensé au début et vous verrez qu'à la fin au bout de 2-3 tours tous les gens de votre équipe auront des trucs mais complètement différents. Et vous verrez qu'au final, vous avez très, très peu de chances d'être en concurrence avec quelqu'un qui va évoluer dans une direction différente de la vôtre, quoi. Parce que quelqu'un qui vous a entendu parler en soirée de votre idée, il va pas être au courant de toutes les décisions et tous les changements que vous allez faire au quotidien. Il va rester bloqué sur ce qu'il a entendu un mois ou un an plus tôt.
Donc, ce sera jamais la même chose. Franchement, c'est quasiment impossible que vous ayez les mêmes évolutions de problématiques et de solutions que quelqu'un qui vous a entendu dire ça il y a un an et qui va se retrouver avec exactement la même chose et les mêmes étapes, quoi. Ok, quelques secondes pour une dernière question et je vous propose qu'on s'arrête là. Bon, ben, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit... Non, je crois on a étouffé en plus. Oui, bah, je pense que alors il y a toujours des questions plus précises qu'on peut avoir sur plein de points, mais je pense effectivement qu'on a abordé l'essentiel et quand même pas mal de choses. Bah, déjà, Adrien, du coup, merci beaucoup pour ta présence et pour toutes tes réponses. Merci de m'avoir invité. Merci à tous de vous être connectés. Merci aussi pour vos questions parce que c'est toujours, enfin moi je trouve que c'est vraiment toujours les questions précises par rapport à vos situations et les questions que vous posez aujourd'hui qui permettent aussi de rebondir et d'apporter des précisions précieuses. Et puis donc on vous encourage à alors non seulement à participer à nos autres webinaires parce que comme Adrien vous l'a dit, on a bien pensé les choses et on propose quand même des choses intéressantes. Et même si vous ne pouvez pas ou si ça ne répond pas tout à fait à vos attentes, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Alors, on aimerait bien faire plus d'événements, mais on fait généralement un Startup et Manala vers décembre. On essaye courant de l'année d'organiser un ou deux pitch training ou des événements comme ça. On va aussi de temps en temps aux apéros entrepreneurs. En tout cas, voilà, on essaye d'être actif et surtout d'être à votre disposition pour. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Je crois que vous avez mon numéro de téléphone en plus dans le lien pour l'inscription sur la Startup Week. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous vraiment. On fera tout notre possible. Enfin avec Julie du Technopole et avec tous ceux qui ont été dans l'organisation des Startup Weekends, on connaît à peu près toutes les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat sur la région de l'Alsace. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous. Et si certains d'entre vous, vraiment, même si votre idée, alors même si vous n'avez pas le temps dans la semaine de faire vos questionnaires, d'interroger 200 personnes et de correspondre aux exigences d'Adrien, même si votre et pas tout à fait mûr, même si vous n'êtes pas tout à fait convaincu, vraiment profitez de cette occasion et des entretiens avec les coachs pour avancer, pour vous faire challenger. Ça peut être sur votre idée, sur votre état d'esprit. Voilà, n'hésitez pas à profiter de tout ça et à nous faire aussi des retours s'il y a des choses que vous attendiez et auxquelles on n'a pas pensé. Comme le fait de pouvoir bénéficier d'un collectif et être en lien avec des personnes qui peuvent vous aider cette semaine sur votre projet. Voilà, n'hésitez pas, on est à votre disposition, on est très disponible cette semaine et on fera notre possible pour être réactif.